J'ai eu le plaisir de coordonner cet ouvrage avec Priscille Gérardin et Bernard Boudaillé, et c'était très important d'associer pédiatres et pédopsychiatres, d'aborder tout, je dirais, le contexte spécifique et les enjeux de l'adolescence, bien sûr l'accueil, la consultation, la demande de soins courants, mais aussi toutes les situations que le médecin traitant peut rencontrer, que l'infirmière scolaire aussi peut rencontrer, que ce soit des maladies somatiques au long cours ou au contraire des situations d'urgence, en parlant bien évidemment des troubles nutritionnels, des dépendances, des addictions aux jeux vidéo, du harcèlement scolaire, des toxiques, et puis d'aborder tous les modalités actuelles thérapeutiques et je dirais les traitements que l'on utilise actuellement et tous les modalités d'accompagnement, qu'elles soient pédagogiques, de soins ou éducatives. Et donc faire vraiment un grand tour d'horizon de toutes les problématiques que l'on peut rencontrer dans notre pratique auprès des adolescents. Étant clinicien, je me suis rendu compte que les adolescents avaient beaucoup de mal à trouver leur place dans la société, mais aussi à l'hôpital, et que depuis 20 ans, on a créé ce qui s'appelle une clinique de l'adolescent en pédiatrie pour les accueillir parce qu'ils étaient trop grands pour être en pédiatrie, mais trop jeunes pour être dans la médecine d'adulte, et donc ils n'avaient pas leur place à l'hôpital. Et avec le professeur Daniel Marcelli, mais aussi avec des collègues pédiatres, on a créé un enseignement qui a été créé dans les années 90 et que j'ai coordonné pendant une dizaine d'années pour former tous les spécialistes de l'adolescence qui travaillent avec des adolescents à toutes les problématiques que les adolescents nous amènent à rencontrer. Je trouve que l'adolescent, c'est un sujet passionnant parce qu'il interroge continuellement nos outils, nos manières de penser. Il nous oblige à réfléchir à chaque fois à la société dans laquelle ils vivent et qu'ils n'arrêtent pas de remettre en question. Et c'est vrai que les adolescents ne nous laissent jamais tranquilles parce qu'ils vont moins bien, parce qu'ils posent des questions, parce qu'ils nous interrogent donc sur notre propre adolescence aussi, sur ce qu'on a été comme en tant qu'adolescent. Ça a été pour moi une question très intéressante. Je trouvais passionnant de réfléchir à cette médecine, mais aussi à la santé de l'adolescent, pour essayer un petit peu de voir dans ses aspects sociologiques, anthropologiques, scolaires, médicaux, psychologiques, sociaux, judiciaires aussi, voir un petit peu balayer tout ce champ d'une période de la vie qui est fondamentale pour la vie ultérieure de ces jeunes. Il y avait déjà eu 2 ouvrages et on a voulu mettre à jour, au fond, toutes les problématiques que pose l'adolescent. Mais aussi bien dans le champ du corps et donc de la pédiatrie et donc éventuellement de la maladie et donc passer en revue toutes les maladies chroniques qui peuvent arriver à l'adolescence, qu'elles soient psychologiques, psychiatriques ou pédiatriques. Donc voir tous ces aspects du corps, voir aussi tous les aspects sociaux. L'adolescent aujourd'hui, que ce soit par l'abus de substances, que ce soit par des addictions aux écrans, et notamment aux réseaux sociaux, parce que prisonnier de problématiques de harcèlement, parce que pris dans des jeux dangereux. Bref, au niveau sociologique, comment l'adolescent trouve sa place? Au niveau scolaire et intellectuel et cognitif, comment finalement se développe le cerveau de l'adolescent, mais aussi au niveau culturel, aussi au niveau médico-légal, aussi au niveau anthropologique, philosophique, et donc un peu plus, je dirais de manière générale, culturelle et anthropologique. Bref, mais aussi au niveau thérapeutique. Voilà, quelles sont aujourd'hui, en 2021, les actualités des pathologies et je dirais des problématiques soulevées par les adolescents? On a eu envie d'inviter tous les spécialistes de l'adolescence, et ils sont nombreux, du champ scolaire, du champ judiciaire, du champ médico-légal, du champ pédiatrique, du champ psychiatrique. Envie d'inviter tous les collègues et amis qui travaillent avec des adolescents pour mettre à jour un ouvrage qui fait le point sur la médecine, mais aussi la santé de l'adolescent. À tous les professionnels du champ de l'adolescence, aussi bien les éducateurs, aussi bien les assistantes sociales, les enseignants, mais aussi bien évidemment les médecins, les psychologues, les psychiatres, les pédiatres, voilà, je dirais vraiment tous les professionnels qui travaillent auprès d'adolescents.
on a des sujets. L'adolescence, c'est un carrefour, hein, qui fait se rencontrer un petit peu tout le monde. D'ailleurs, quand un adolescent va mal, on voit bien qu'il y a plusieurs spécialistes qui se retrouvent autour d'une table, hein, que ce soit pour une problématique d'identité de genre, il y en a beaucoup aujourd'hui, que ce soit pour une problématique de harcèlement, de violence. On voit encore, regardez l'actualité, hein, de ce début de semaine où on voit que 2 adolescents ont précipité une autre adolescente, je dirais, au fond de la Seine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Enfin, on voit bien que les adolescents interrogent la société et par leur comportement, nous imposent et nous obligent de réfléchir tous ensemble. Et donc, ils s'adressent à tous les professionnels. Ce n'est pas uniquement pédiatrique, uniquement psychiatrique, mais c'est vraiment tous les champs éducatifs, sociaux, enseignement et éducation nationale, médical et médico-judiciaire, tous les champs des professionnels qui travaillent avec des adolescents. C'est une période très charnière et très compliquée. Et c'est vrai que l'idée, c'est un petit peu de faire la part des choses entre ce qu'il est convenu d'appeler la crise d'adolescence et puis l'adolescent en crise. Et on voit bien que là, parfois, il y a des moments très compliqués, très difficiles pour certains jeunes, mais finalement qui vont plutôt bien évoluer. Et puis d'autres qui vont être, je dirais, dans des performances, enfin qui vont silencieusement aller soi-disant très bien et qui vont se dégrader et présenter des pathologies éventuellement graves. Et donc, il faut, j'allais dire, je pense qu'il y a une véritable spécialité de la médecine de l'adolescent, hein, qu'elle soit, encore une fois, médicale, pédiatrique ou psychologique et psychiatrique. Et c'est vraiment dans la finesse clinique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce livre, hein, pour développer, je dirais, toute la finesse clinique, pour dépister les ados qui passent un cap difficile, et je dirais qui vont par des actes de passage devenir des adultes finalement qui vont aller bien, ou au contraire, à l'adolescence, des jeunes qui vont s'enfermer dans la répétition de difficultés, voire de pathologies, et voire de maladies graves. C'est vraiment à l'adolescence que bon nombre de difficultés plus tard vont apparaître, hein. Je peux parler des addictions, par exemple, hein. On ne commence pas à fumer du cannabis à 30 ans, hein. Enfin ça peut arriver, mais c'est souvent à l'adolescence. Pareil pour l'alcool, pareil pour certaines pathologies psychiatriques comme la schizophrénie. Voilà, etc., etc. On voit bien comment, à l'adolescence, il y a des questions importantes d'autonomisation et que c'est à ce moment-là qu'il faut les accompagner et pas trop tard. La question de la prévention, elle est très très importante avec les médecins traitants, les médecins de famille, hein, avec tous les professionnels et parfois même l'entraîneur de foot ou la prof de danse. Hein, voilà, de faire en sorte qu'il y ait une attention particulière à cette période, on va dire, de vulnérabilité des jeunes et qu'il faut vraiment prendre avec tous les soins et toute l'attention qu'il faut pour éviter que l'adolescent s'enferme dans une pathologie ou dans une difficulté grave. L'adolescence, comme je le disais, c'est une période charnière où tout d'un coup le jeune va se retrouver dans des problématiques parfois narcissiques, parfois plus psychopathologiques, notamment liées au corps, des problématiques d'identité, et c'est vraiment une période de vulnérabilité. C'est souvent à ce moment-là que des troubles émotionnels, des troubles de l'attention, mais aussi des troubles éventuellement psychotiques vont émerger. Parfois de manière discrète, hein. Or, il faut les dépister tôt parce qu'on sait maintenant, toutes les études le montrent, que plus on les prend en charge précocement, plus, j'allais dire, on les accompagne et plus finalement on leur permet d'avoir un avenir malgré la pathologie tout à fait bien, tout à fait bon. Donc, faut pas attendre des passages à l'acte irrémédiables, hein. Je vois par exemple le suicide, où on voit que c'est la deuxième cause de mortalité des 15-25 ans en France. Hein, cette problématique du suicide, elle touche les jeunes de notre pays. Deuxième cause après les accidents de voie publique. Avant le cancer, avant les maladies chroniques. Cette question du suicide, c'est souvent chez les jeunes, les 15-25 ans. Il ne faut pas passer à côté, il faut pouvoir le dépister. Ces fragilités, elles peuvent vite amener des drames ou des difficultés majeures. Donc, à nous de dépister précocement pour prendre en charge et accompagner le mieux possible pour éviter des répétitions, comme je le disais tout à l'heure. Bon nombre de pathologies psychiatriques commencent à l'adolescence avec des signes prémorbides qu'il faut savoir dépister. C'est tout l'intérêt du livre.
hein, d'essayer justement de mettre en lumière ces signes précoces et donc de les accompagner le mieux possible. Elles se sont beaucoup développées. Je dirais que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait aucune maison des adolescents. Maintenant, il y en a pratiquement une par département. Alors, on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont développées en France et c'est plutôt bien. Et je pense que c'est tout ce mouvement de médecine et santé de l'adolescent, hein, ce DIU et ce travail de partenariat aussi avec la justice, avec la PJJ, hein, la protection de la jeunesse judiciaire. Donc oui, les choses se sont développées, sans doute pas assez. Sans doute pas assez parce qu'on voit quand même des comportements problématiques de jeunes aujourd'hui, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, que ce soit éventuellement à l'hôpital. On voit bien que là, il faut renforcer encore plus dans l'accueil, dans l'accompagnement, peut-être même déjà dans le dépistage. Il faut être plus précoce et il faut avoir sans doute plus de moyens, même s'ils ont été déjà beaucoup développés, et puis les adapter. Les adapter, je pense que les maisons des adolescents aujourd'hui sont des dispositifs très très intéressants, mais qui ne suffisent pas encore. Et puis il y a tout le lien avec les médecins traitants et avec les médecins libéraux qu'il faut encore développer dans des réseaux et dans des prises en charge partagées qu'il faut encore développer à mon avis. Peut-être je pourrais juste rajouter que la période actuelle de crise sanitaire nous montre comment les collégiens et les lycéens vont pas bien du tout actuellement pour bon nombre, puisque nous, on a une augmentation de plus 122% des admissions aux urgences et des hospitalisations pour des jeunes qui n'avaient aucun trouble. On voit des adolescents hein, de 11 à 16-17 ans qui présentent des idées de suicide, des tentatives de suicide, des scarifications beaucoup, et des troubles des conduites alimentaires avec des troubles anxieux très importants qui se présentent aux urgences. J'en ai encore vu 3 cette nuit, moi, puisque j'étais de garde. Hein. Des jeunes qui n'avaient pas forcément de troubles psychiatriques avérés, qui n'étaient pas connus ni suivis, mais qui sont aujourd'hui, c'est ce que j'appelle un peu une génération brouillard, qui sont perdus dans une perte de repères. Hein. Pour les collégiens, ils ne savent même pas comment ils vont passer le brevet dans 3 mois. Est-ce que ça va être contrôle continu? Est-ce qu'il va y avoir un oral? Ils sont perdus avec, en plus, l'arrêt de toutes les clubs de sport, toutes les associations, toutes les activités extrascolaires qui sont arrêtées, ce qui fait que bon nombre de ces collégiens sont un petit peu en perte de repères. Et si la famille ne tient pas, à ce moment-là, ils sont perdus dans le brouillard et éventuellement, ils peuvent se faire du mal ou s'attaquer. Et c'est pareil pour les lycéens. Avec la crise sanitaire et la réforme du bac, il n'y a plus de classes. Ils sont par spécialité. Et donc, il n'y a plus de groupe. Et donc, ils ne se retrouvent même plus au lycée quand ils sont en plus des fois scolarisés une semaine sur 2. Et donc, ils sont dans un isolement, dans des difficultés, hein, sans savoir comment ils vont passer le bac. Vous rajoutez l'angoisse de Parcoursup. Vous voyez la réforme plus l'isolement, plus l'arrêt de toutes les activités extrascolaires. Bon nombre de ces lycéens sont perdus. Et c'est pour ça que je parle de génération brouillard. Hein. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui sont en grande difficulté, des adolescents justement, et qu'il faut prendre en charge et prendre en compte parce que ce sont les adultes de demain. Comment on va les accompagner? Comment les prendre en charge, les prendre en soin pour soulager leurs difficultés, leurs souffrances, mais aussi les rassurer. Les rassurer. C'est de laisser des adolescents dans des impasses. Parce que justement, comme je parlais de génération brouillard, hein, ils sont perdus. Dans le brouillard, hein, on ne sait pas où on avance, hein, on est au jour le jour, donc dans des fragilités, dans des grandes vulnérabilités. Ce n'est pas encore grave, mais si on ne les accompagne pas, si on n'offre pas des soins et des moyens de réassurance, hein, et je dirais des accompagnements dignes de ce nom, ben, on va avoir une morbidité qui va s'accroître. Qu'elle soit suicidaire, qu'elle soit plutôt du côté des addictions, qu'elle soit du côté des difficultés, voire des échecs scolaires, voire des impasses. Voilà, on va, je ne vais pas dire sacrifier, enfin même si je le dis, mais je veux dire, on va laisser de côté. Peut-être, je dirais, bon nombre de jeunes qui avaient toutes les chances de réussir, mais qui là se retrouvent en grande difficulté, notamment parce que les familles, les contenants habituels ne sont plus présents. Et donc, livrés à eux-mêmes, on peut avoir comme ça des jeunes qui vont éventuellement s'inscrire dans des
Oui, dans des pathologies. On voit des jeunes filles qui sont très, très angoissées avec des troubles des conduites alimentaires. Avec là, on en a 5 à 6 hospitalisés en même temps et qui ont décompensé pendant le confinement. Ça va être difficile pour sortir de cette problématique hein, d'anorexie mentale ou autre. Donc, voilà, le danger, c'est qu'ils s'installent dans la pathologie. À nous de les aider et donc à leur donner un peu des repères, des signaux pour retrouver confiance en eux et avancer de manière plus sereine pour construire leur avenir à la hauteur de ce qu'ils espèrent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.